Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le troisième volet des approfondissements du livre Dans la cage du MMA. Aujourd'hui, la question est le street fight, mythe ou réalité. Pour y répondre, nous allons voir en premier lieu les éléments qu'on retrouve avec le cinéma, les relations cinéma-combat, et ensuite nous verrons concrètement s'il y a des combats de street fight. Il faut remonter dans le temps. Lorsqu'on rencontre les pionniers du Vale-Tudo et des premiers UFC, ceux qui ont connu le Pride des années 90, ils vont vous parler de Bruce Lee, ils vont vous parler d'autres influences comme Jean-Claude Van Damme. Et c'est ainsi qu'on peut estimer que Bloodsport, sorti en 1988, aura une influence très importante dans l'essor du Vale-Tudo, puis de ce qui est considéré aujourd'hui comme le MMA. 1988, Bloodsport, 1989, un autre film culte, Kickboxer. À ce moment-là, les scénaristes et le milieu du cinéma jouent sur cette envie de connaître l'art martial le plus efficace, connaître le combattant le plus fort du monde, et ce ne sont pas les seuls protagonistes à vouloir connaître les réponses. C'est également ce qui a poussé les acteurs Vale-Tudo et du UFC, d'autant plus que à l'émergence de l'UFC, on va retrouver John Milius, qui est réalisateur scénariste de Conan le Barbare et qui a été directeur créatif des premiers UFC. C'était quelqu'un qui s'entraînait avec Rorion Gracie. Donc vous voyez déjà à la base un petit peu les relations que l'on avait. On peut donc considérer que le cinéma a influencé les organisateurs, athlètes, entraîneurs, puisque ce format de grand tournoi sera repris et on va y rassembler différents arts martiaux. Or, il n'y a pas seulement l'imaginaire du cinéma, on va retrouver également l'imaginaire véhiculé par les jeux vidéo. Vous avez par exemple deux grandes franchises qui sont des sagas qui seront portées au cinéma en série. Je pense notamment à Street Fighter, je pense à Mortal Kombat. Ce sont également des éléments qu'on va retrouver dans l'imaginaire. Et puis, au début du XXIe siècle, le cinéma et des séries télévisées vont petit à petit utiliser l'image de ce sport. Par contre, ils vont l'utiliser via des combats clandestins. Ce sera plutôt la clandestinité qui va être mise en avant. On va utiliser la cage, puisque la cage symbolise ce sport et marque l'inconscient. Donc du coup, ce sera plutôt l'image clandestine. On pense notamment à Never Back Down, et on peut en citer plein d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup de films vont utiliser ça. Alors le cinéma va caster progressivement des combattants, on va en retrouver de plus en plus dans des films d'action. On peut citer le réalisateur américain John Hyams qui a réalisé Universal Soldier 3 et 4 avec Andrei Arlovski, ancien champion poids lourd de l'UFC. D'ailleurs, je recommande le 4 qui est un grand film. Et ce n'est pas un hasard puisque John Hyams avait au préalable réalisé un documentaire très frappant sur Mark Kerr, un des pionniers de ce sport. Donc ça s'appelle The Smashing Machine. Et on y voit le parcours de Mark Kerr au début des années 2000 où c'était un parcours marqué notamment par le dopage mais aussi l'utilisation excessive de painkillers. L'attrait pour ce sport n'est pas seulement aux États-Unis, on va le retrouver en France, on va le retrouver avec le réalisateur Julien Seri qui va réaliser le film Scorpion, où on va retrouver par exemple Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner fait partie de ces combattants avec beaucoup de films à son actif. Et, euh, et si dans Scorpion, on est plutôt aussi dans la clandestinité des combats, Julien Seri va caster Jess Liudin pour son film Night Fair. Et Jess Liudin, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est un ancien combattant de l'UFC. Julien Seri va également réaliser. Et il y aura, dans l'histoire de la relation entre le cinéma et le MMA, il y aura un tournant. Il s'agit du film Warrior. Ce film Warrior marquera un tournant parce que pour la première fois, le MMA sera vu en tant que sport à part entière et sera repris tel quel pour jouer plutôt la vraisemblance. Alors, on parle de Warrior, mais on peut également citer la série Kingdom.
la série Kingdom sur 3 saisons qui suit une famille de combattants et qui a aussi cette particularité d'avoir mis un Jonas Brother dans une cage pour le faire tourner. Donc c'est une série qui a dramatisé un petit peu, mais aussi qui a joué sur le côté, la vraisemblance. Et enfin, le dernier tournant, c'est le côté un peu plus humoristique. Les combattants vont jouer dans un peu plus de comédie. Ce ne sera pas seulement des films de bagarre ou de survivalisme. On va retrouver Chuck Liddell, par exemple, dans la comédie Blue Mountain State, ou encore la comédie Here Comes the Boom, qui sera une sorte un petit peu de parodie du milieu du MMA. Le dernier lien avec le cinéma va nous permettre une transition vers le street fight, puisque on va parler de Fight Club. Fight Club, film cultissime dont les règles sont affichées derrière moi. Le Fight Club, on va le retrouver dans mon terrain de recherche et aussi dans les propos de pratiquants de MMA qui, au fil de l'histoire, ont rencontré des personnes qui ont fait la confusion entre le MMA et le Fight Club. Je vais vous livrer une anecdote, par exemple, durant mon enquête de terrain, donc c'était en 2011-2012, je rencontre une personne dans une université, un étudiant, je lui demande s'il connaît le free fight, puisque le MMA, il ne connaissait pas déjà, donc je demande s'il connaît le free fight, et il me dit, ah oui, ça se passe à mort dans les cages de cité. Et il me dit, c'est comme le Fight Club. Ce propos que j'ai gardé puisqu'il était assez frappant. Aujourd'hui, on le retrouve un peu moins, même si ce n'est pas rare encore de rencontrer des personnes qui font la confusion entre le street fight et le MMA. Mais il faut dire que l'appellation free fight qui a été un moment utilisée dans les années 2000 a permis cette confusion. Et le terme Fight Club, on va le retrouver avec un K et pas avec un C, on va le retrouver dans le reportage de Charles Villa, par exemple, qui est allé pénétrer une organisation en Suède qui est spécialisée dans les combats clandestins. Hein, ça s'appelle carrément le King of the Street. Donc on est dans du street fight et non dans du MMA. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes objectifs. On n'est pas dans un cadre sportif. Alors que le Vale-Tudo, à l'époque, on était dans un cadre sportif. Le Vale-Tudo, les premiers UFC, c'était démontrer quel art martial était le plus efficace. Alors, on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas dans les mêmes objectifs. On est ici dans le cadre de combats de rue non sportivisés. Et d'ailleurs, dans le reportage de Charles Villa, on comprend que des pratiquants sont ici issus du milieu des hooligans, des groupes violents de rue fascistes ou antifascistes qui s'affrontent et qui vont d'ailleurs trouver dans le cadre du street fight un moyen de s'affronter. Donc c'est une politisation en quelque sorte de cette violence de rue. On va parfois retrouver d'anciens combattants qui ont eu un parcours sportif et qui vont ici chercher un dernier billet en fin de carrière. Mais premièrement, on ne peut pas le confondre avec le MMA qui est dans un cadre aujourd'hui légal et sportivisé. On peut également le dissocier de pratiques telles que le Strelka. Par exemple, le Strelka, c'est une copie non légalisée du MMA. Alors aujourd'hui, même si on a eu par le passé des reportages bidonnés sur le milieu de combat clandestin, c'était en France et ça a été diffusé sur une grande chaîne nationale. On a eu ces reportages bidonnés. J'ai eu moi-même des grandes difficultés pour remonter des pistes de combat clandestin, mais aujourd'hui ça existe. Ces combats en Suède sont diffusés sur YouTube, comme Ibra en France, donc un YouTuber qui organise régulièrement le YouTube Fight Club avec des combattants qui aujourd'hui vont faire la passerelle. C'est assez rare, mais on va retrouver ces personnes qui ont fait ces combats non régulés, puisqu'il n'y a aucun contrôle là-dessus. Ils ne sont
en dehors de toute fédération, en dehors de toute organisation reconnue, et ces combattants vont basculer. À l'instar de Georges Masvidal ou de Kimbo Slice qui étaient sortis des combats de rue en Floride avant de faire carrière à MMA. Enfin, on peut conclure sur le fait que la légalisation du MMA en France n'a pas tout à fait éliminé l'existence de combats clandestins. Car on se rend compte dans plusieurs pays, nous compris, qu'il y a des pratiquants, on va dire pas forcément les plus sportivisés, mais il y a ces pratiquants qui vont aller à la recherche d'une pratique plus dure, moins régulée. Hein, et on va chercher dans un cadre moins sécurisé. Ceci rappelle par exemple le transfert d'athlètes dans les sports extrêmes et sports de glisse qui ont quitté les courses chronométrées ou de race qu'on appelle, je pense notamment dans le VTT ou le ski, et qui sont allés plutôt dans le freeride parce que c'est un esprit particulier. Mais ici, on va retrouver un petit peu cette même dichotomie entre les athlètes sportivisés, ceux qui vont chercher le cadre quand même sécurisé pour faire carrière, et ceux qui vont aller chercher des pratiques plus dures, plus extrêmes, avec d'autres sensations. C'est à dissocier des pratiquants de MMA. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon film pour ceux qui voudraient revoir certains films cultes.